Gilles Ramstein, vous êtes chercheur au LSCE, c'est-à-dire le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes ingénieur au CEA. Vous êtes responsable du thème climat qui fait travailler une centaine de personnes. Au départ, vous êtes physicien. Vous êtes, et donc, je me suis dit que vous aviez l'esprit du physicien, puisque apparemment, d'après ce que j'ai compris, vous avez plutôt choisi la voie dite de la modélisation. Alors la modélisation, hein, il va falloir vous nous expliquer ce que c'est, parce que c'est au cœur de la démarche scientifique. Tout ce qui vient de nous être exposé l'était déjà, mais évidemment nous avons, puisque c'était très concret, eu l'impression que c'était de l'observation, du recueil d'informations, de l'accumulation d'informations. Une fois qu'on a accumulé toutes ces informations, mais peut-être même avant de les accumuler, il faut savoir ce qu'on cherche pour éventuellement, après, savoir ce qu'on a trouvé. Et vous, si vous faites des modèles, ça veut dire, d'après ce que j'ai cru comprendre aussi, que par exemple, vous utilisez de très gros ordinateurs avec des tas de paramètres et que vous pouvez peut-être même vous amuser à faire varier tous ces paramètres. Alors bon, pourquoi pas faire varier, alors là je vais dire n'importe quoi, l'orbite de la Terre. Mais pourquoi pas faire varier donc des tas de taux de ceci ou de cela, de CO2 ou autre, et puis voir les conséquences. Alors est-ce que vous faites ça? Expliquez-nous, remettez-nous dans la perspective de la compréhension globale de toutes ces données qui ont été accumulées. Dites-nous véritablement ce qu'on comprend de l'évolution même du climat. Comment cela représente-t-on? Mais ce n'était pas tellement comme ça que j'envisageais de prendre la parole, donc je vais quand même d'abord lui répondre parce que les questions qu'elle pose sont assez fondamentales. Alors, Dominique Reynaud, là, et puis Jacques-Louis de Beaulieu, en fait, c'est des expérimentateurs. Ils vont dans les archives de la Terre, dans les entrailles, ils ont leur propre thermomètre. Il y en a un, c'est les pollens, il y en a un autre, c'est l'oxygène 18 ou les bulles de glace. Et de ces entrailles-là, ils en sortent des choses. Bon, c'est un boulot extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, les modélisateurs? Eh bien, on essaye de construire un système Terre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de construire un modèle qui représente correctement la physique de l'atmosphère, c'est-à-dire, en fait, la météorologie. Ce qui fait qu'on est capable de prouver qu'on a raison tous les jours, c'est d'un jour sur l'autre, c'est vraiment la météo. Parce que c'est la constante de temps, c'est très rapide, c'est la météo. Mais la Terre, c'est compliqué, il y a aussi l'océan. Et l'océan, lui, il a une constante de temps qui peut aller jusqu'à 1000 ans. Et puis après, il y a la biosphère, qui a une constante de temps naturelle, qui peut aller d'extrêmement rapide à quelques centaines d'années, voire milliers d'années pour la recolonisation. Et puis, il y a ce que Reynaud nous a montré, c'est-à-dire les calottes de glace. Là, c'est des dizaines de milliers d'années. Et puis après, il y a la tectonique des plaques, des millions d'années. Et puis, on peut aller encore plus loin dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ce qu'a dit Dominique? C'est-à-dire, bon, on y va un peu à l'aveugle, on ne sait pas trop, mais on a des modèles, on fait varier les paramètres, et puis on regarde ce que ça fait. Alors ça, oui, on le fait, parce qu'on ne comprend pas tout. Et de temps en temps, on a besoin de savoir est-ce que ce paramètre il va vraiment être déterminant? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir, de le connaître avec une grande précision, ou est-ce que non, on n'a pas besoin? Mais en fait, ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas tellement ça. Ce n'est pas un objectif extraordinaire, finalement, de chercher à l'aveugle sans savoir exactement où on va, simplement pour essayer de voir qu'est-ce qui est important, même si c'est des phases importantes de développement de modèles. Non, non, nous, ce qu'on voudrait avoir, et c'est ce que je vais vous montrer à la fin de l'exposé, 2 petits dessins animés, c'est des modèles qui soient prédictifs. Parce que les gens, ce qu'ils voudraient, bon, ils peuvent vous écouter comme ça une soirée, parce que c'est quand même assez sympa, les tourbières, les carottes de glace, et éventuellement les modèles, sur les modèles, sur les climats que la Terre a connus, mais ce qui les intéresse vraiment, et à juste titre, c'est de savoir ce qui va arriver demain ou après-demain. Donc moi, je ne savais pas trop comment ça se passait. J'ai 2 petits dessins animés qu'on enverra à la fin, qui vous montreront des résultats, justement, à la fois qui vont vous montrer qu'on arrive à modéliser avec un modèle qui contient l'atmosphère, l'océan, la biosphère, la cryosphère, la dernière déglaciation sur des échelles de 10 000 ans, et puis des modèles qui prédisent ce qui pourrait arriver à la calotte antarctique. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous raconter un certain nombre d'histoires sur le climat de la Terre. Alors le climat de la Terre, en gros, c'est une valse à 3 temps. Alors c'est un peu dur, surtout le soir, je pense, mais
c'est quand même des belles histoires. Le premier temps de la valse, c'est le temps du milliard d'années. Alors quand on regarde la Terre, l'avantage quand on regarde le milliard d'années, c'est que la Terre, elle n'en a connu que 4. Donc qu'est-ce qui bouge sur 1 milliard d'années de façon considérable? Eh bien, ce qui bouge, c'est le Soleil. Pourquoi? Parce que le Soleil, c'est simplement un réacteur nucléaire. Il brûle son hydrogène et un jour, il brûlera son hélium quand il n'aura plus d'hydrogène. Et donc on connaît très bien, on a plein de soleils au-dessus de nos têtes, et on connaît très bien, du point de vue théorique, l'histoire du Soleil. Et l'histoire du Soleil, comme Dominique l'a dit, c'est un Soleil qui commence jeune et plutôt piteux, avec 30% d'énergie solaire induite. Et ça, vous prenez n'importe quel modèle, et il vous montre qu'un Soleil avec 30% d'énergie en moins, c'est une Terre qui est boule de neige. C'est-à-dire que c'est une Terre sur laquelle on n'a pas la chaleur qu'il faut pour avoir l'eau sous sa forme liquide. Or, toutes les données qu'on a nous prouvent que c'est absolument pas vrai, et comme Dominique vous l'a dit, et je reviendrai là-dessus, les 98% ou 95% de l'histoire de la Terre, c'est une Terre chaude. D'ailleurs, ça c'est des choses que personne ne connaît, donc vous pourrez rentrer chez vous plus savant sur ce point, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on est dans une ère chaude, mais pas du tout. À l'échelle géologique, on est dans une ère froide. Le Quaternaire est une ère froide. Le fait de pouvoir vivre en même temps, je parle pour le vivant là, pas pour l'homme, en même temps que des calottes de glace, c'est extraordinaire comme chance. Il y a très peu de périodes géologiques où il y a des calottes de glace. Donc on est dans une période où il y a des calottes de glace, et celle du Groenland, elle s'est installée il y a 2,6 millions d'années, donc c'était quasiment hier à l'échelle géologique. Celle de l'Antarctique s'est installée il y a 34 millions d'années, donc c'est aussi très jeune. Et par exemple, les dinosaures qui ont vécu jusqu'à 65 millions d'années, et qui ont commencé vers, je crois, 180, ils n'ont pas vu l'ombre d'une trace de calotte de glace. Pourquoi? Pour une raison finalement assez simple, qui est double. La première, Dominique en a un peu parlé, c'est le CO2. Alors ça, je vais y revenir. C'est-à-dire le gaz carbonique dans l'atmosphère. Il faut qu'il soit bas pour qu'on ait des calottes. Mais l'autre raison, c'est qu'il faut avoir aussi des terres en position polaire pour avoir des calottes de glace, ou subpolaire. Et ça n'a pas été souvent le cas dans l'histoire de la Terre. Donc ça, vous pouvez vous rappeler qu'on est en train de dérégler, je vous le montrerai, massivement le climat de la Terre, mais on est dans une ère froide où il y a des calottes de glace. Donc ces calottes sont fragiles, ça je le montrerai aussi à la fin, et elles peuvent disparaître. Alors je vais revenir rapidement sur quelques petites histoires sur l'échelle du milliard d'années. Donc je vous ai dit, le Soleil il était jeune, et il aurait dû faire très froid, et toutes les données nous montrent au contraire que la Terre, à cette époque-là, elle était chaude à très chaude, et que les océans étaient de l'ordre de 50-70 degrés. Alors pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un paradoxe, comme je crois que c'est Dominique qui disait ça, que les paradoxes, c'était les choses qu'on n'a pas comprises. Bon, maintenant, on comprend très bien ça. Ce paradoxe, il est levé par le fait qu'il y avait énormément, alors pas comme aujourd'hui, mais vraiment énormément de CO2 dans l'atmosphère, et que c'est grâce, en fait, au gaz à effet de serre que la Terre a été protégée pendant des milliards d'années. Ce qui prouve qu'une chose, suivant comment on l'utilise, ça peut être la pire ou la meilleure des choses. Excuse-moi, le CO2, c'était les volcans. Alors, le CO2, pourquoi il y avait beaucoup de CO2? Alors là, c'est un peu compliqué comme question, mais je vais vous répondre. Vous savez que sur Terre, il y a un cycle du carbone. C'est très important. Il y a une tectonique des plaques, il y a un cycle du carbone. C'est-à-dire que le carbone, le CO2, il sort par les volcans, et puis ensuite, il rentre dans un grand cycle d'érosion, d'altération. Il est transporté par la pluie de nouveau dans les océans. Là, il tombe au fond des océans. Et le fond des océans, c'est en fait, ça subducte et donc il re-rentre dans le manteau. Et il y a comme ça un cycle du carbone sur Terre, très, très particulier, qui fait que le fait qu'il y ait des continents, ça limite le CO2 atmosphérique. Et il se trouve qu'au tout début de la Terre, comme je crois Dominique l'a dit, il y avait très peu de croûte continentale et ce cycle ne marchait pas. Et du coup, le CO2 s'entassait beaucoup plus facilement dans l'atmosphère. Et c'est pour ça, c'est pas parce qu'il y avait plus de volcanisme, hein, c'est simple, le volcanisme pouvait être le même. Seulement, il y avait ce qu'on appelle dans notre jargon, à nous, un puits, le volcanisme, et une source, le volcanisme, et un puits, l'érosion, l'altération. Et ça, l'érosion, l'altération, sans continent, ça ne marche pas. Donc voilà pourquoi il y avait beaucoup de CO2 au départ. Et donc, ce qui est très marrant, c'est qu'il a fait donc très chaud à cause de ce CO2. Mais du coup, la planète Terre, elle était fragile. Parce qu'en fait, pour pas qu'elle s'englace, il fallait absolument pas que le CO2 s'abaisse.
Or, le CO2 s'est abaissé par 2 fois et la Terre est devenue une boule de glace. Et les premières personnes, c'est pour vous montrer quand même que les scientifiques, ce n'est pas forcément des génies à tous les coups, et très souvent les découvertes scientifiques mettent longtemps à percer. Le premier gars qui a vu qu'il y avait des traces de glaciation à basse latitude, c'était un type des données qui s'appelait Hartland, un géologue, un très bon géologue. Il savait la paléolatitude de ces sites, il était sûr que c'était à basse latitude. Il est allé voir les modélisateurs, et les modélisateurs, il a dit, voilà, je ne comprends pas, il semble qu'il y ait un grave accident qui se soit passé il y a à peu près 700 millions d'années sur Terre, et que la Terre était complètement glacée. Et les modélisateurs, les physiciens l'ont regardé de haut, et lui ont dit, mon petit monsieur, si une telle chose s'était passée, on le saurait, parce qu'on y serait toujours. Et pourquoi ils lui ont répondu ça? C'était tout à fait juste. Leur argumentation était juste. D'un point de vue physique, elle était même imparable. Parce qu'il y a une caractéristique de la Terre aujourd'hui, elle est bleue, la Terre bleue, comme on l'appelle. Elle a un pouvoir réfléchissant qui est à peu près de l'ordre de 0,3. Si vous transformez cette Terre bleue en Terre blanche, évidemment, elle va réfléchir beaucoup plus la lumière du Soleil. Et du coup, il y a plein de lumière qui va être, plein d'énergie qui va arriver, qui ne va pas servir. Elle va être purement et simplement réfléchie. Et du coup, pour sortir de cette boule de glace, il vous faudra beaucoup d'énergie. Et il aurait fallu chauffer de telle sorte que le Soleil aurait dû multiplier sa puissance par 1,5. Bon, bref, un scénario impossible. Donc, ils l'ont renvoyé dans ses buts en lui disant que ce n'était pas possible. Et il a fallu attendre 30 ans qu'un autre géologue dise « Mais la Terre est une planète du point de vue géologique qui est vivante, avec un volcanisme. Et si la Terre se transforme en boule de glace, il n'y a plus de moyens pour le cycle du carbone de fonctionner. Le carbone s'entasse et c'est la déglaciation. » Donc vous voyez là encore une nouvelle fois où le CO2, encore lui, il a permis de sortir de cette boule de glace. Et puis après, le Soleil, comme je vous dis, c'est un réacteur nucléaire, donc c'est la fin du premier temps de la valse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a à peu près 500 millions d'années, sa puissance était à peu près celle d'aujourd'hui. En tout cas, elle était suffisamment forte pour plus avoir besoin du CO2, pour se protéger. Et là, c'est ce qu'on appelle la valse de la tectonique. C'est-à-dire que quand vous regardez, c'est ce que Wegener avait trouvé, quand vous regardez d'ailleurs j'avais un dessin animé, c'est dommage, je ne l'ai pas amené, mais quand vous regardez les continents, le déplacement des continents, vous trouvez non seulement les climats, mais vous trouvez aussi le CO2. Et donc c'est vraiment un climat piloté par la tectonique des plaques, le fait que sans arrêt les continents s'éloignent et reviennent avec des cycles longs de 500 millions d'années. Bon, alors j'avance dans ma valse et j'en arrive au temps d'aujourd'hui. Alors, on n'en a pas tellement parlé, mais il y a un autre physicien qui était remarquable, sauf que, manque de chance pour lui, il était serbe en 1942, et il a calculé assez précisément l'insolation au sommet de la Terre. Et pour ne pas vous embêter avec ça maintenant, je vais simplifier à outrance et je vais vous dire qu'il a trouvé que tous les 100 000 ans, dans l'hémisphère nord, les étés étaient suffisamment refroidis pour que la neige qui était tombée l'hiver puisse rester l'été. Et pour les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire ce facteur d'albédo, si la neige commence à s'empiler et à couvrir de la surface et à réfléchir de l'énergie, elle refroidit. Il a trouvé ça et en fait, c'est resté comme ça, quoi. Et puis, il y a des gens, comme, à la fois des modélisateurs comme André Berger, mais plein de gens qui ont commencé à sortir des carottes marines. Et dans les carottes marines, comme le disait Francis, ils ont commencé à voir que justement, on voyait des cycles à 100 000, à 40 000 et à 20 000 ans. On voyait la preuve que le climat était largement modulé par des paramètres astronomiques. Et là, ça a été sa gloire. Enfin, pas vraiment la sienne, parce que lui, il était plus là, mais celle des gens qui avaient compris tout l'intérêt de sa théorie. Donc, j'en arrive au dernier temps de la valse, c'est-à-dire le nôtre. Donc, je vous ai dit qu'il y avait maintenant deux calottes de glace, qui sont celles du Groenland et celles de l'Antarctique. Celles-là, on les a depuis longtemps. Mais en fait, il y en a 4 calottes. La plupart du temps, là, vous êtes tombé un mauvais jour, mais dans quasi 10 jours, sur 11 jours, il y a 10 jours avec 4 calottes et 1 jour avec 2 calottes. Donc là, on est dans le jour tranquille, le jour que Dominique a qualifié d'oasis chaud, le moment que vous a aussi pas mal montré sur les 15 000 dernières années, Jacques Louis, c'est-à-dire un moment où il n'y a que 2 calottes. Mais il faut savoir que sur le dernier million d'années, eh bien, la plupart du temps, il y a 4 calottes. Alors, où sont les 2 autres? Alors, ça va vous éclairer un peu sur le dessin animé que je vais vous projeter tout à l'heure. Normalement, il y a 2 autres calottes énormes, de 3 km de haut, une sur l'Amérique du Nord et le Canada, qu'on appelle la Laurentide, et une sur le nord de l'Europe, qu'on appelle la Pénoscandienne. Et ces calottes de glace,
eh bien, elles disparaissent tous les 100 000 ans à peu près, pour les raisons que je vous ai dites. Et ensuite, on a un interglaciaire qui peut durer entre 10 000 et 40 000 ans, c'est-à-dire la période où on vit. Et puis, elles repoussent de nouveau. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec des modèles, on peut simuler la disparition de ces calottes-là. Alors ça, c'est très important parce que si vous commencez à dire que vous êtes capable de faire des prédictions sans être capable de montrer que vous êtes capable de reproduire avec vos modèles le passé relativement récent, vous n'êtes pas crédible. Donc, comme le dessin animé va assez vite, je vous dis quand même avant ce que vous allez voir. Donc, ce que vous allez voir, c'est au centre, vous allez voir le Groenland, dont vous allez reconnaître la forme, puisque c'est une calotte qui existe encore aujourd'hui. Et puis ensuite, vous allez avoir à gauche et à droite les deux calottes qui vont disparaître. Et puis le temps va défiler, il est en boucle, hein, le dessin animé, donc, et puis vous allez voir la fonte des deux calottes phénoscandiennes et laurentides. Alors il faut savoir que c'est des grosses calottes, ça correspond à 120 mètres de niveau marin. Ça veut dire que si vous êtes là en période glaciaire, 120 mètres de niveau marin en moins, vous pouvez aller à pied sec en Angleterre. Vous pouvez aller à pied sec entre la Nouvelle-Guinée et l'Australie. Vous pouvez aller à pied sec sur la plupart des îles indonésiennes. Elles sont dégagées. Et donc, c'est vraiment une géographie qui est différente. J'espère que c'est le bon. Hein. Et donc, oui, c'est ça. Donc, vous voyez l'énorme calotte laurentide qui va petit à petit disparaître. Oui. Non, parce que j'ai un problème de vue. Mais ça, c'est mortel. Mais lui, il peut le faire. Donc, on va reprendre une deuxième fois. Donc ça, c'est très important. C'est ce qui s'est passé il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, on était au paroxysme glaciaire. Il y avait une énorme calotte laurentide qui recouvrait les États-Unis et aussi le Canada, et une calotte phénoscandienne, tout aussi imposante, mais plus petite. Et ces calottes, à cause de l'insolation, se sont mises à fondre. Et donc, vous voyez que le résultat du modèle, c'est que ces calottes vont fondre complètement en l'espace de 10 000 ans. Le niveau marin va monter d'à peu près 120 mètres, et le modèle préserve la calotte groenlandaise qui n'est pas touchée. D'accord ? Bon, alors, maintenant, je vais vous montrer un deuxième dessin animé, mais avant de l'envoyer, je vais vous expliquer ce qu'on a fait, parce que sinon, ça peut faire peur pour rien. Donc, en fait, ce que je vous montre là, c'est bien, parce que c'est à peu près ce qui s'est passé, mais c'est un peu comme si quelqu'un d'extrêmement myope avait vu l'évolution climatique. Parce qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme un long fleuve tranquille, comme j'ai montré là, avec une fonte tranquille des calottes de glace. Ça se fait en fait par énormes bursts d'iceberg. Donc ça, c'est très mal reproduit, on ne sait pas le faire, il faut une résolution spatiale, c'est-à-dire des mailles très fines pour pouvoir reproduire ça. Donc c'est très mal reproduit. Donc très bien, on sait reproduire la dernière déglaciation. La question qui se pose, c'est l'homme est en train de bouleverser le climat. Plein de choses vont changer, plein de choses sont en train de changer. À l'instant de demain, plein de choses sont en train de changer. C'est-à-dire que l'acidification des océans, c'est pour aujourd'hui, ça a déjà commencé. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est pour dans 50, 100, 150 ans. Donc on a fait un scénario, mais qui a des conséquences catastrophiques. On a fait un scénario où on a augmenté de 1% le taux de CO2 de 1850 jusqu'à 2100, jusqu'à ce qu'il atteigne 4 fois le taux pré-industriel, c'est-à-dire 4 fois 280 ppm, c'est-à-dire à peu près 1000 ppm. Et puis on l'a stabilisé. Et on a regardé l'effet que ça avait sur les calottes de glace. Alors je discuterai avec vous de ce qui se passe sur l'Antarctique, mais c'est plus compliqué, et je vais vous montrer ce qui se passe sur le Groenland. Et donc là, vous pouvez envoyer le deuxième dessin animé. Donc c'est le même modèle, hein, c'est le modèle qui a prédit la déglaciation de façon à peu près correcte. Et donc cette fois-ci, le scénario, donc c'est un scénario futuriste, c'est 1% d'augmentation de CO2 de 1850 jusqu'à 2150. Et en fait, on atteint 4 fois le taux de CO2. Et en fait, alors le timing n'est pas bon parce que c'est le timing de l'ordinateur, mais en quelques centaines d'années, le Groenland disparaît une fois qu'on a atteint les 4 fois le taux de CO2. Donc, c'est pour vous dire que, est-ce que c'est un scénario du style catastrophiste, le fait d'augmenter de 1%? Non, c'est inférieur à ce qu'on est aujourd'hui. Parce que malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait que des gens comme Dominique, comme d'autres, se fatiguent et à tirer des sonnettes d'alarme dans des réunions comme le GIEC, l'augmentation du CO2 telle que mesurée dans l'atmosphère, elle est de plus en plus importante, globalement, hein, évidemment. Et donc, ça veut dire que ça dépasse largement les 1%.
Ensuite, vous imaginez bien une calotte de glace, c'est comme un gros paquebot. C'est-à-dire qu'une fois que ça a commencé à fondre, plus rien ne pourra l'empêcher. Donc il y a des seuils. Alors là, on a fait exactement ce que Dominique a dit, c'est-à-dire on a fait plein d'expériences de sensibilité pour voir où était le seuil. Et on a trouvé que le seuil il est à peu près à 720, 740 parties par million. Et ce seuil, on aura beaucoup de mal à l'éviter. Alors quelle importance que le Groenland fonde? C'est 7 mètres de niveau marin. Il y a 80% de la population qui habite au bord de la mer. Donc c'est évidemment peut-être moins grave au début pour les Néerlandais que pour les gens du Bangladesh, peut-être, mais ce sera grave pour tout le monde. Et donc ce que disait Hubert Reeves en arrivant, qui est qu'on est en train aujourd'hui, en quelques dizaines d'années, de changer radicalement le visage de notre planète, c'est tout à fait exact. Ce sur quoi il a moins insisté, et moi j'insiste là-dessus parce que c'est ma culture de modélisateur avec l'aspect du temps, c'est qu'on est en train d'engranger un processus qui peut être grave sur des centaines d'années. Surtout que le CO2, il a un cycle de 200 000 ans, donc à moins de le stocker massivement et de réussir à le récupérer, il est là pour longtemps. Donc non seulement on est en train très très rapidement de dégrader notre environnement et notre vie quotidienne, mais on est en train de le faire pour des générations. Alors vous allez me dire, et ce sera peut-être l'objet du débat, il faut faire confiance à l'intelligence de l'homme. Et je suis assez d'accord avec ça. Ça dépend pourquoi faire. Merci beaucoup.